J'ai reçu de Mme Valérie Rabault et des membres du groupe socialiste apparenté une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est donc à Mme Valérie Rabault pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. La motion de rejet que nous, députés socialistes et apparentés, déposons ce jour repose sur 7 raisons que voici. Première raison, elle a été rappelée aussi par notre rapporteur général. Ce n'est pas la principale raison, Monsieur le Ministre, mais quand même, elle compte. C'est le timing imposé par le gouvernement. Nous savons tous que l'automne budgétaire est une course contre la montre, tout simplement parce qu'il y a des impératifs constitutionnels. Mais ces contraintes n'imposent pas pour autant de bâcler le projet de loi de finances rectificatif. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez lapsus. Vous avez présenté votre projet de loi de finances rectificative jeudi dernier à 17h. Le dépôt d'amendements pour la séance était samedi à 17h, soit le même jour que le dépôt d'amendements pour les articles non rattachés. En somme, 48 heures, Monsieur le Ministre, 48 heures pour un montant du budget de l'État de 474 milliards d'euros. Ce qui fait 10 milliards d'euros par heure ou encore 164 millions d'euros par minute. Monsieur le Ministre, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas demander aux parlementaires d'examiner 164 milliards d'euros par minute. Ce n'est pas sérieux. Deuxième raison, l'absence de réponse crédible du gouvernement à la Commission européenne. Alors, je suis la première à dire que nous ne sommes pas aux ordres de Bruxelles. Mais je suis aussi la première à dire que quand nous prenons des engagements vis-à-vis de nos partenaires européens, il faut tout tenter de mettre en œuvre pour les respecter. Sinon, on se décrédibilise politiquement. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver au président de la République sur la scène européenne et par voie de conséquence à la France. Le 22 octobre dernier, la Commission européenne a écrit au gouvernement pour lui demander des précisions sur les efforts structurels qu'il entend mettre en œuvre, en ajoutant, et je cite la Commission européenne, que ces informations nous permettront de déterminer s'il existe un risque de déviation significative par rapport à l'ajustement budgétaire recommandé pour l'année 2020 et pour les années 2019 et 2020 prises dans leur ensemble. À ce courrier, votre collègue Bruno Le Maire a répondu le 23 octobre dernier, sans toutefois cibler sa réponse sur l'effort structurel, qui était justement la question qui lui était posée. Il est donc à craindre, Monsieur le Ministre, que la France se voie à nouveau mise en procédure de déficit excessif au titre du volet préventif du traité. Troisième raison de notre motion de rejet. Le déficit repart à la hausse, pour la première fois depuis 2010, sans que cela s'accompagne d'amélioration pour la vie de nos concitoyens, en tous les cas pour les moins favorisés. J'ai bien conscience que dans un contexte de taux d'intérêt bas, voire négatif, cette question du déficit de la France intéresse grand monde. Il est vrai que les taux d'intérêt négatifs conduisent à une situation où l'on reçoit de l'argent pour emprunter. En somme, on se fait payer pour emprunter. Mais gouverner, Monsieur le Ministre, c'est aussi prévoir. Et en cas de retournement des taux, ce qui peut bien sûr arriver, le niveau de dette ferait que cela mettrait la France dans une posture extrêmement dangereuse. Par ailleurs, on peut légitimement s'interroger sur la nature de l'investissement. Emprunter pour investir dans les hôpitaux, dans les infrastructures, relève évidemment du bon sens économique. Mais emprunter parce que vous avez délibérément décidé de réduire les recettes de l'État en supprimant l'ISF et en créant la flat tax, je crois, relève d'un véritable non-sens économique qui d'ailleurs n'a eu aucun impact macroéconomique sur notre activité, ce qui s'est derrière vu puisque la croissance économique a chuté de 1 point depuis 2017. Donc le déficit public repart à la hausse et c'est une première. Mais ce qui n'était pas nécessairement attendu dans cette ampleur, c'est que le déficit redépasse à nouveau la barre des 3%. Bien sûr, il y a la transformation du CICE, bien sûr, je ne la méconnais pas, mais nous sommes au-delà de la barre des 3%. Quatrième raison, Monsieur le Ministre, le niveau des annulations de crédits de fin de gestion. Alors, depuis que vous êtes en responsabilité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous mettez à votre crédit le fait que vous ne faites pas de décret d'avance et vous attribuez cela à une bonne gestion ou tout au moins à une bonne prévision.
Il est exact, et je le redis, que vous n'avez pas eu recours depuis 2017 au décret d'avance. Mais en contrepartie, vous utilisez le PLFR de fin d'année comme voiture balai. Alors, tous les gouvernements l'ont fait. Ceci n'a rien de choquant. Toutefois, je vais me permettre de vous lire le tableau, page 26, du rapport de notre rapporteur général. Le titre est celui-ci, « Un niveau d'annulation de crédit relativement important ». Quand on lit le tableau, on se rend compte que le montant d'annulation de crédit de fin d'année, qui est de 4,3 milliards d'euros, est le plus élevé depuis 2009, qui était une année de crise, et le plus élevé depuis 2013, qui était une année de consolidation budgétaire. Certes, une part de ces annulations de crédit découle d'économies de constatation liées à la charge d'intérêt. Comme les taux d'intérêt ont baissé, le coût de la dette en 2019 a été moins élevé que celui qui était prévu en loi de finances initiale. Si l'on retire ces économies de constatation liées à la baisse des taux d'intérêt, le montant des annulations est encore de 2,7 milliards d'euros, mes chers collègues. 2,7 milliards d'euros, ce qui fait que ce montant est dans la fourchette élevée de toutes les annulations qui ont pu se produire les années passées. En somme, Monsieur le ministre, vous ne faites pas de décret d'avance, ce qui vous permet de communiquer habilement, je vous reconnais bien là, sur la bonne prévisibilité de votre gestion, mais en fin d'année, vous annulez un montant de crédit pour des montants qui sont parmi les plus élevés de ces dernières années. Annuler des crédits en fin d'année constitue en quelque sorte une forme de mensonge sur la loi de finances initiale. Vous faites croire à votre majorité, qui a voté la loi de finances initiale, que vous accordez un niveau de crédit donné à des missions, et en réalité, le niveau de crédit est parfois très inférieur à ce qui a été voté. Monsieur le ministre, tous les gouvernements ont procédé ainsi. Mais sur certaines missions, pour ce PLFR, vous avez des montants d'annulation qui représentent des montants significatifs par rapport à ce que la majorité a voté en loi de finances initiale. Je vais prendre quelques exemples. L'aide publique au développement. Vous supprimez 302 millions d'euros d'engagement. Ceci conduit nécessairement à s'interroger sur la sincérité du président de la République qui a annoncé que la France porterait son aide publique au développement à 0,5% du revenu national brut d'ici 2022. Avec une telle annulation, vous mettez en danger cet objectif. Sur la défense, vous annulez 1,4 milliard d'euros d'autorisation d'engagement, alors que les opérations extérieures ne sont pas intégralement financées et que le renouvellement de l'équipement des armées a pris du retard. Sur la mission écologie et développement et mobilité, vous supprimez 212 millions d'euros de crédits de paiement, notamment sur le programme, Monsieur le ministre, prévention des risques, alors que l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a montré certaines faiblesses dans les moyens accordés à la prévention des risques industriels. Sur les Outre-mer, là aussi, vous maniez avec dextérité la stratégie du double discours. Vous vous dites très mobilisé pour l'économie ultramarine et en même temps, vous supprimez 176 millions d'euros de crédits de paiement, soi-disant, et je vous cite, en raison de la baisse des crédits nécessaires pour certains projets financés par le programme. On arrive ainsi au paradoxe suivant. Vous dites « j'annule les crédits parce qu'ils ne sont pas consommés » et en même temps, vous incitez vos administrations à ne pas consommer les crédits auxquels elles ont droit, tout simplement parce qu'elles ont été votées en loi de finances initiale. Sur la culture, Monsieur le ministre, dont nous avons débattu hier soir, et je salue Gilles Carrez, qui a pointé cette contradiction, vous coupez de 40 millions d'euros les crédits. Là aussi, on constate une forme d'hypocrisie budgétaire qui consiste à afficher en loi de finances initiale des crédits en augmentation et en loi de finances rectificative à les couper. Sur la justice, vous annulez 118 millions d'euros de crédits. Vous dites que cela s'explique notamment par un retard de certains projets immobiliers. Quels sont ces projets? S'agit-il des prisons que vous vous étiez engagé à construire? Quelles sont les raisons de ces retards? Là aussi, il n'y a pas de réponse dans ce projet de loi de finances rectificatif. Sur l'enseignement supérieur, alors là, Monsieur le ministre, c'est très grave. Vous annulez 323 millions d'euros. Pour rappel, ces annulations s'élevaient en 2016 à 11 millions, 100 000 euros en 2017. Ces annulations sont incompréhensibles et inacceptables à l'heure où un jeune étudiant a tenté de mettre fin à sa vie
À l'heure où un jeune étudiant a tenté de mettre fin à sa vie, pour alerter sur la précarité des étudiants. 323 millions d'euros. Vous auriez supprimé 10 millions, vous auriez supprimé 100 000 euros comme les années précédentes, peut-être. Vous coupez 323 millions d'euros. Mais, mesdames et messieurs de la majorité, ne votez pas cette coupe. Ne votez pas cette coupe. Il vous suffit de l'annuler via un amendement et vous n'aurez peut-être pas à râler comme vous venez de le faire. 5e raison, la faiblesse de l'investissement de l'État qui affaiblit notre réponse face à l'urgence écologique. Si l'investissement public se maintient, c'est uniquement grâce aux collectivités locales. En 2018, elles ont investi 46,3 milliards d'euros, ce qui représente 2% du PIB. En revanche, l'investissement de l'État et des organismes d'État, les ODAC, ne cesse de baisser en proportion du PIB. Cette évolution n'est pas souhaitable, surtout au regard des enjeux de transition énergétique. Dans l'interview qu'il a récemment donnée à The Economist, le président de la République, je le cite, plaide pour plus d'expansionnisme, plus d'investissement. Il a parfaitement raison. Mais je crois qu'avant de demander aux autres de le faire, il serait bien de commencer par le faire soi-même en France. Je vais prendre 2 exemples. Sur les transports, l'investissement de l'État est en baisse de plus de 100 millions d'euros en crédit de paiement dans ce projet de loi de finances rectificatif, alors que les émissions de CO2 liées au transport continuent à augmenter. Sur le logement, vous évoquez les 7 millions de passoires thermiques. Or, rien n'est mis en place pour les résorber. Les résorbés présentent un triple avantage. Faire baisser la facture énergétique des ménages à hauteur de 500 € en moyenne par an, réduire les émissions de CO2 et soutenir l'activité du bâtiment. 6e raison de notre motion de rejet, l'aggravation de la fracture territoriale. Samedi prochain marquera, Monsieur le ministre, le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement, nous le savons, a évolué au fil du temps. Mais sa genèse repose sur la fracture territoriale, sur le fait que tous les Français ne sont pas traités à la même enseigne selon les endroits où ils vivent. Souvenez-vous, Monsieur le ministre, nous vous avions alerté. Lors de la séance du mercredi 17 octobre 2018, il y a un peu plus d'1 an, nous vous avions mis sous les yeux la réalité de la hausse des taxes énergétiques que vous avez prévues. Rappelez-vous, votre collègue Bruno Le Maire m'avait demandé « Mais d'où sortez-vous ces chiffres ?» J'avais simplement à lui répondre « Je fais des additions ». Nous vous avions montré cette ampleur des hausses, nous vous les avions mises sous les yeux et pour autant, vous aviez continué. Nous avions même mis en ligne un simulateur que chacun peut continuer à observer, qui est toujours en ligne d'ailleurs, lesocialistes.fr/simulateur, et vous et votre majorité aviez décidé de persister. Vous avez été rattrapés par ce mouvement des Gilets jaunes, mais au-delà, et ce qui est plus grave, c'est que tout notre pays a été fragilisé. Monsieur le ministre, si je vous redis tout cela aujourd'hui, c'est parce que le risque de fracture territoriale continue à grandir. Ce sont les mêmes départements qui vont à la fois subir votre réforme de l'assurance chômage, qui vont récupérer le moins de pouvoir d'achat via la baisse de l'impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d'habitation. Ce sont les mêmes départements qui sont fragilisés par le recul des services publics. Les moins de votre politique se concentrent sur les mêmes départements et les plus se concentrent aussi sur les mêmes départements. Vous voyez, votre hausse des taxes énergétiques, pour un département que je connais bien, le Tarn-et-Garonne, où il n'y a pas de transport en commun, elle a coûté en moyenne aux Tarn-et-Garonnais 240 € en 2019. Également 240 € de plus en 2018. Donc depuis votre arrivée aux responsabilités, ils ont payé 480 € de plus de taxes énergétiques, soit 480 € de moins de pouvoir d'achat depuis 2017. Ça, c'est évidemment sans compter, et heureusement, les 4 hausses que vous aviez prévues. Je continue sur la taxe d'habitation. 17% des foyers les moins riches, qui ont moins de 900 € par mois, soit 23 437 foyers en Tarn-et-Garonne, ne payent pas la taxe d'habitation aujourd'hui. Donc ils ne vont rien récupérer via votre suppression. Ils n'auront pas 1 € de plus de pouvoir d'achat. Par conséquent, ces 23 000 foyers, Monsieur le ministre, vous pouvez faire l'étonner, ne vont pas récupérer un seul euro de pouvoir d'achat de plus. Et ils ont moins de 900 € par mois, tout simplement parce que comme ils ne payent pas la taxe d'habitation, évidemment, elle ne va pas leur être remboursée. Cette situation fait qu'il y en a 17%. La moyenne nationale est à 12%. Vous voyez que ce département, le Tarn-et-Garonne, est lui aussi pénalisé par votre réforme, qui de fait ne l'affecte pas de la même façon en termes de pouvoir d'achat. C'est la même chose dans votre département, Monsieur le ministre, où il y a 16,7% des foyers qui aujourd'hui ne payent pas la taxe d'habitation et qui par conséquent n'auront pas un seul euro de plus de pouvoir d'achat. Je pourrais continuer la même démonstration sur l'impôt sur le revenu ou encore sur la réforme de l'assurance chômage. Dernière raison, l'oubli des Français les plus pauvres.
L'INSEE a publié le mois dernier ses chiffres sur la pauvreté et les inégalités en France. Elle constate une augmentation de la pauvreté, avec 400 000 personnes de plus en situation de pauvreté qu'en 2017, ce qui représente une augmentation de 4,5%. Selon l'INSEE, que je cite, cette hausse s'expliquerait en partie par la diminution des allocations logement dans le parc HLM en 2018. Tout est dit, Monsieur le Ministre. Ce recul de la pauvreté, vous emportez une part de responsabilité avec les politiques, cette augmentation de la pauvreté, avec les politiques que vous avez mises en œuvre depuis 2017 et que nous continuerons de combattre. Je vous remercie. Je vous remercie.